Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 4 de l'exo de colle. Et donc aujourd'hui, nous allons attaquer l'exercice suivant. Calculer l'intégrale de 0 à l'infini de sinus cube t sur t carré dt. Je laisse un peu de temps, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez y réfléchir avant d'avoir la correction. Donc là, pour cette fois, il n'y a pas beaucoup de contexte, on va dire. Le seul point de contexte dont on pourrait parler, c'est on pourrait se dire que ça, c'est lié à une autre intégrale. Si on voulait mettre un peu de contexte, il y aurait un lien avec celui-ci, mais au final, le calcul qu'on va faire n'aura pas vraiment de lien avec cette intégrale. Donc l'intégrale de Dirichlet, pour ceux qui connaissent. Il y a un lien, il pourrait y avoir un lien avec cette intégrale-là, donc cette intégrale qui s'appelle l'intégrale de Dirichlet. Ok, et cette intégrale, elle converge, etc. Il y a une méthode de calcul aussi qui existe pour cette intégrale-là. Et puis, on pourrait peut-être se dire qu'il y a des choses à faire concernant la trigonométrie. Donc là, on va dire que c'est juste les pistes. On pourrait se dire, bon bah sinus cube, si on cherchait à linéariser, qu'est-ce que ça ferait? Des choses comme ça. Et ça, il se trouve que c'est une bonne idée, mais il va falloir faire attention à quelques points de détail. Voilà. Voilà les pistes que je propose. Et puis, dans un dernier temps aussi, si vous arrivez à avancer dans ce sens, il va falloir essayer de jouer avec aussi des équivalents. Alors, équivalents, on va en parler déjà dès le début, pour savoir si cette intégrale existe, donc ce serait limite une première chose à vérifier, et en général c'est ce qu'il faut toujours vérifier avant de se lancer à calculer une intégrale, c'est si cette intégrale existe. Et une fois qu'on a vérifié que l'intégrale existe et tout ça, on se lance dans les calculs. Et donc au passage ça nous donnera des équivalents. Alors il y a un jeu à faire avec des équivalents dans la fin du calcul, une fois qu'on a linéarisé et fait des choses comme ça. Donc bon, de toute façon on va le voir là maintenant dans le détail, et comme je viens de le dire, j'ai pas beaucoup de contexte historique cette fois-ci à proposer pour cet exercice. Là c'est essentiellement un calcul technique, donc on est parti. Hop. Alors comme je l'ai dit, toujours la première chose à faire c'est vérifier si cette intégrale existe. Même si, au vu de l'énoncé, on se doute que cette intégrale existe, sinon on ne poserait pas la question de calculer, il faut toujours avoir ce réflexe quand on étudie des intégrales. Donc pour savoir si cette intégrale existe, il faut regarder la fonction, je vais l'appeler f, qui a t associe sinus cube t sur t carré. Cette fonction, bon c'est assez simple de noter que cette fonction elle est continue. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un quotient de deux fonctions continues, dont le dénominateur ne s'annule pas, donc on peut déjà dire qu'elle est continue en dehors de 0. Donc c'est une fonction C0, on dit. C0 de R plus étoile vers, bon R disons, juste parce que j'ai pas envie de me casser la tête avec le domaine final. Mais voilà, donc déjà, première chose, la fonction qu'on a à l'intérieur de l'intégrale est continue sur l'intervalle ouvert dans lequel nous intégrons. Maintenant, il faut regarder ce qui se passe en 0 et en plus infini. Donc ça aussi, c'est un truc assez classique. Si je regarde ce qui se passe en 0, je me rends compte que la fonction, elle va être équivalente à sinus t, pareil, d'après le cours, lié à ces choses-là. Sinus t, c'est équivalent à t quand t tend vers 0. Donc autrement dit, sinus cube de t va être équivalent à t cube. Et ceci tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction f est prolongeable par continuité en 0. Ça c'est une bonne chose aussi. Donc ça signifie qu'au voisinage de 0, la fonction elle est bien intégrable. Aucun problème. Ok. Et puis, dernier point, c'est regarder en plus infini. Et pour regarder en plus infini, le plus simple, c'est de regarder la valeur absolue de la fonction. Si je regarde la valeur absolue de la fonction, je me rends compte que cette valeur absolue, elle est plus petite ou égale à 1 sur t carré. Disons pour t plus grand que 1.
plus grand ou égal à 1. Ce serait vrai tout le temps, à vrai dire, mais ce qui m'intéresse, c'est au voisinage le plus infini. Donc j'ai ceci. Or, d'après les propriétés d'intégrale de Riemann, bah, on sait que l'intégrale de 1 sur t carré dt converge. Donc de 1 à l'infini. Alors, l'intégrale de 1 à l'infini de f de t converge aussi. Voilà, donc conclusion de tout ce que je viens de dire. La fonction, elle est continue. Donc intégrale sur tout segment de cet intervalle ouvert plus étoile. Et puis au voisinage de 0, c'est aussi intégrable. Et au voisinage de l'infini, c'est aussi intégrable. Donc cette intégrale existe puisque la fonction qui est à l'intérieur est dite intégrable. Ok, rappelons que dire qu'une fonction est intégrable, ça veut dire que si je regarde la fonction en valeur absolue, l'intégrale existe. Bon, très bien, alors là on a une bonne première conclusion, c'est que l'intégrale existe. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans le calcul. Et comme je l'ai dit, il va falloir jouer avec la trigonométrie pour pouvoir avancer dans le calcul. Donc notamment développer le sinus cube. Alors c'est parti, je vais développer le sinus cube. Donc sinus de t cube, eh bien sinus de t, si j'utilise les formules de l'air, nous allons obtenir EIT moins E moins IT sur 2I. Ceci au cube. Donc c'est comme ça qu'on développe le sinus, hein, de manière efficace. Donc maintenant là je vais développer le binôme, hein, donc déjà mettre au cube le dénominateur, ça fait sortir un moins 1 sur 8i. D'accord, faire attention, hein, i au cube ça fait moins 1, c'est pour ça qu'il y a un moins. 2 au cube ça fait 8. Et puis ensuite je développe le binôme de Newton que j'ai, hein, là j'ai un a moins b au cube. Donc ça va faire a au cube, donc exponentielle 3it. Un peu mieux, 3it, moins 3 fois exponentielle de it. Pourquoi it? Parce que le premier vous mettez au carré, le deuxième fois 1, enfin une fois quoi, et donc en faisant l'addition des exponentielles, j'obtiens exponentielle it, plus 3 fois exponentielle moins it cette fois-ci, puisque là cette fois-ci, lui on le met au carré, et lui on le laisse tel quel, donc on va se retrouver avec it moins 2it. Et puis enfin, moins exponentielle de moins 3it. Ok. Je continue mon affaire. Le moins pour l'instant, je ne vais peut-être pas le mettre tout de suite, mais en tout cas, je vais mettre un 2i, donc j'ai moins 1 sur 4. Et puis bon, si je divise par 2i les termes qui se rassemblent plutôt bien, j'ai E3it avec moins exponentielle de moins 3it, donc j'ai un sinus de 3t qui apparaît. Et puis le moins 3 je le mets en facteur, je me retrouve avec EIT moins E moins IT. Donc j'ai moins 3 fois sinus de t. Donc je me retrouve avec ça. Bon, puis après je m'occupe un peu du moins et du 1/4 si je veux. Donc ce que je vais obtenir c'est 3/4 de sinus t. Ou moins, pardon, 1/4 de sinus 3t. Ok. Voilà, donc j'ai développé le sinus. Alors je vais réécrire le développement du sinus à part. Juste histoire de l'avoir en mémoire, quelques instants. Donc ça c'est sinus cube de t. Hop. Et puis je vais remplacer. C'est ce qu'on a très envie de faire maintenant. Hein. Maintenant que j'ai lancé le développement et tout ça, on a très envie de remplacer sinus cube parce que je viens d'écrire. Commençons par ça. Donc là j'ai intégrale de 0 à l'infini. Donc je vais mettre le 1/4 en facteur si vous le permettez. J'ai 1/4 donc de 3 sinus t moins sinus de 3t sur t carré dt. Ok, puisqu'on a très envie de faire,
je suppose que c'est ce que vous avez maintenant envie de faire, on a très envie de découper l'intégrale en deux, et faire intégrale de sinus t sur t carré, puis sinus de 3t sur t carré. Et bien, il faut faire très attention à ce moment-là, parce que quand vous faites ça, vous allez vous retrouver avec deux intégrales qui ne sont pas intégrables sur 0 plus infini, notamment qui vont avoir un problème en 0. Si vous regardez par exemple sinus t sur t carré, ça devient équivalent à 1 sur t quand t tend vers 0. Et 1 sur t, ça c'est pas intégrable en 0. D'accord? Donc il faut faire attention à ce passage-là. Donc pour faire attention à ce passage-là, ce qu'on va dire, c'est qu'à la place de 0, on va mettre un nombre, alpha, juste pour pouvoir se permettre de faire l'opération. Et puis à la fin, on va essayer de faire tendre alpha vers 0. Ok? Donc ça, c'est une méthode qui s'emploie assez souvent quand on travaille un calcul d'intégrale et qu'à un moment, on est embêté par une question de divergence. Donc c'est-à-dire que quand on découpe une intégrale qui est convergente, on se retrouve avec deux intégrales qui sont divergentes. Ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la valeur embêtante, donc là ici c'est 0, la valeur embêtante par une variable alpha qui va être strictement positif ici. Et puis le but du jeu à la fin, ça va être de refaire tendre alpha vers 0, donc pouvoir remplacer ensuite alpha par 0. Ok? Donc je vais m'intéresser, donc si cette intégrale je l'appelle i, je vais m'intéresser à présent à i alpha, qui est l'intégrale de alpha à l'infini de sinus cube t sur t carré. Donc je répète, je ne peux pas découper l'intégrale directement à cause du fait que je vais me retrouver avec une différence de deux intégrales divergentes. Et je n'ai pas le droit de faire ce genre d'opération. Okay? Donc, pour éviter ce problème, sachant que le seul problème va être en 0, puisque en l'infini, j'ai toujours aucun problème, il suffit que je mette des valeurs absolues, encore une fois, je vais pouvoir dire que ce truc-là, c'est plus petit que 1 sur t carré, ça aussi c'est plus petit que 1 sur t carré. Donc pas de problème, il n'y a aucun problème en l'infini, mais là il y a un problème en 0. Donc pour éviter ce problème en 0, ce que je considère c'est ce nouveau type d'intégrale où alpha est un élément strictement positif. Bon, alors maintenant que j'ai fait ça, là je vais pouvoir découper. Donc ce i alpha, c'est la même chose que 1, je vais me permettre de mettre le 3 en facteur aussi. Donc ça va être la même chose que 3 quarts de l'intégrale de alpha à l'infini de sinus t sur t carré moins 1 quart intégrale de alpha à l'infini de sinus 3t sur t carré dt. Bon, très bien, on avance. Donc là, le découpage est autorisé puisque en l'infini, il n'y a aucun problème pour ces deux intégrales convergent. Je rappelle que le seul problème que nous avions, c'était en 0. Là, on a très envie de faire quelque chose, parce que les deux intégrales que j'ai obtenues se ressemblent beaucoup. Là, j'ai sinus t sur t carré, là, j'ai sinus 3t sur t carré. Et on se pose la question, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de rassembler ces deux intégrales? La réponse est oui, et pour cela, on va faire un changement de variable sur cette deuxième intégrale. Donc là, on va faire un petit changement de variable, on va considérer u égale 3t. Donc ce changement de variable, il est tout à fait licite, c'est une fonction qui est dérivable sur alpha plus infini, dont la dérivée ne s'annule pas sur l'intervalle ouvert, donc même là, alpha strictement positif, de toute façon la dérivée c'est 3, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est ce qu'on appelle un C1 difféomorphisme, et quand on fait un changement de variable via une fonction C1, via un C1 difféomorphisme, donc C1 difféomorphisme, ça signifie que la fonction doit être C1 et qu'en plus de ça, il doit y avoir une bijectivité de la fonction d'un intervalle vers un autre. Donc là, il n'y a aucun problème, j'ai une fonction linéaire, donc un changement de variable linéaire, ça ne pose aucun souci dans le changement de variable ici. Mais bon, au passage, je le redis, en général, quand on a une intégrale qui ne pose aucun problème en général, qui n'a pas de borne impropre, peu importe si on a un C1 difféomorphisme ou pas, l'important c'est que la fonction soit dérivable ou des choses comme ça. Donc ça c'est le formule de changement de variable. Mais quand on travaille avec des intégrales à propre et qu'on veut garder le côté convergent, il faut s'assurer que la fonction dont on fait le changement de variable est un C1 difféomorphisme. Donc
faire attention quand on fait des changements de variables dans les intégrales impropres. Bon, donc là, il n'y a aucun souci, c'est une fonction linéaire, tout ce qu'il y a de plus banal, j'ai envie de dire. Donc nous avons u égale 3t, et donc du, on dérive, égale 3 dt. Ça veut dire qu'il va falloir diviser par 3 le dt pour avoir du, très bien. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Alors j'obtiens la première partie, j'y touche pas. Et puis la deuxième partie, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir donc moins un quart de l'intégrale. Donc u égale 3t, donc 3 fois alpha, vers 3 fois infini, bon on est d'accord que ça reste plus infini, sinus u sur u sur 3 au carré, puisque si u égale 3t, alors t égale u sur 3, et puis ensuite fois du sur 3, je vais peut-être réécrire du égale 3 dt, et donc ça veut dire que dt égale du sur 3. Donc on se retrouve avec ça. Ok. Et puis bon, bah, on va simplifier, et en simplifiant, bah, vous allez remarquer quelque chose. En effet, là j'ai u carré sur 9, fois 3 ça fera u carré sur 3, le sur 3 va remonter, et en fait ça, cette partie-là d'intégrale va être égale donc à 3 quarts de l'intégrale de 3 alpha à l'infini de sinus u sur u carré du. Autrement dit, c'est l'intégrale de la même fonction, sauf qu'elle est un tout petit peu décalée de fois 3 alpha, donc de 2 alpha si vous voulez. Ok. Bon. Bah, du coup, si on a la même intégrale et en plus de ça, on a la même constante, hein, on a le 3 quarts qu'on va pouvoir mettre en facteur des deux, bon, bah, on fait la soustraction usuelle. Là, je vais donc avoir l'intégrale de alpha à l'infini, moins l'intégrale de 3 alpha à l'infini, et ceci me donne donc l'intégrale de alpha à 3 alpha. Hop, j'efface un petit peu pour pouvoir avancer. Donc là, j'en arrive au fait que i alpha, en fait, c'est l'intégrale, donc 3 quarts, fois l'intégrale de alpha à 3 alpha, de sinus de t sur t carré dt. Et là, on voit bien qu'en effet, le gros problème, c'était 0. Hein. Grâce à cette soustraction et tout ça, on se rend compte qu'en effet, la chose qui était embêtante, c'était de faire tendre alpha vers 0. Hein, donc, voilà. Donc comme je l'ai dit justement, on veut essayer maintenant qu'on a fait ces opérations, qu'on a simplifié un petit peu, on aimerait remplacer alpha par 0. Alors, il ne faut pas le faire n'importe comment, puisque l'intégrale que nous avons à l'intérieur, si on regarde l'intégrale que nous avons à l'intérieur, la fonction que nous avons à l'intérieur, elle est toujours pas l'intégrale en 0. Hein. Donc on ne peut pas se permettre de juste remplacer par 0 et de conclure. Parce que là, en tant que tel, vous ne conclurez que i alpha égale 0. Il se trouve que ça ne va pas être ça, hein, le résultat final, déjà. Et puis, on peut se permettre ce genre de changement de variable que si nous n'avions pas de problème en 0. Donc si la fonction était continue en 0. Et là, ce n'est pas le cas du tout. Puisque là, on a 1 sur t. Ok. Bon. Ben justement, en sachant que sinus t sur t carré, c'est équivalent à 1 sur t, ben on va jouer là-dessus. Puisque comme alpha tend vers 0, l'intervalle alpha 3 alpha, bah, elle va devenir un intervalle qui va être de plus en plus proche de 0, voire même qui va rétrécir si on veut, mais en tout cas qui va se rapprocher de plus en plus de 0. Et donc si on rapproche l'intervalle de plus en plus de 0, bah, du coup on peut jouer avec l'équivalent de sinus t par rapport à t. Donc je vais jouer avec ça. Donc ça c'est une manip peut-être, il faut l'avoir vu au moins une fois ça, parce que c'est pas une manip usuelle. Mais c'est une manip qui peut intervenir dans d'autres types de calculs d'intégrale. Pour donner un autre exemple, ça pourrait être racine de t moins racine de 2t sur t, par exemple, ou sur t carré. Voilà, pareil, on a le même genre de calcul d'intégrale où il va falloir faire le même genre de jeu. Donc, je pense que là, c'est un bon exemple pour pouvoir voir ce type de calcul d'intégrale, cette fin de calcul d'intégrale qui est loin d'être la plus évidente. Donc, comme je l'ai dit, je vais jouer avec l'équivalent. Donc, je sais que sinus t sur t carré, c'est équivalent, quand t tend vers 0, à 1 sur t. Et là, maintenant, il faut que j'aille plus loin que juste dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin que juste dire ça? Ça veut dire qu'il faut que je balance
ce que signifie le fait que cette fonction est équivalente à celle-ci. Donc il faut ressortir la définition de dire que deux fonctions sont équivalentes l'une par rapport à l'autre. Dire que ces deux fonctions sont équivalentes l'une par rapport à l'autre, ça veut dire que si je fais... Qu'est-ce que ça veut dire que deux fonctions sont équivalentes? Ça veut dire que si je fais sinus t sur t carré, le tout divisé par 1 sur t, ça tend vers 1, quand t tend vers 0. Donc, dire que c'est équivalent, c'est dire ça. Mais dire que ça tend vers 1, ça veut dire quoi en termes plus précis? En termes plus précis, ça veut dire qu'il faut sortir les epsilon. Donc autrement dit, ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un état positif tel que si t moins état oui, non. Si t moins t0, puisque là je regarde en 0, donc si t, valeur absolue de t, est plus petite que état, alors eh bien, nous allons avoir que la valeur absolue de sinus t sur t carré, le tout sur 1 sur t, donc là j'écris vraiment bêtement en jouant avec les définitions, ça permet de faire aussi... On pourrait aller plus vite, hein, bien sûr, mais là c'est pour ceux qui ont peut-être un peu de mal avec ces histoires d'équivalent et qui ne se souviennent pas forcément de la définition de départ, mais qui peut-être se souviennent de la définition d'une limite. Donc là je joue avec la définition de limite, puis je vais arriver à ce qu'on aurait dû dire en partant directement de l'équivalent. Donc on a sinus t sur t carré, le tout divisé par 1 sur t, moins la limite, qui doit être plus petite que epsilon. Alors maintenant, je manipule un petit peu cette inégalité-là. Donc là, je multiplie par 1 sur t, comme on peut s'en douter un petit peu. Donc je vais avoir sinus t sur t carré moins 1 sur t, qui est plus petit que epsilon sur t. Alors, sachant que je regarde t positif, je peux me permettre de ne pas mettre de valeur absolue au moment où je multiplie par t. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Très bien. Et puis, bon, moi, j'aimerais faire sauter les valeurs absolues. Donc pour faire sauter les valeurs absolues, je vais avoir du epsilon et du moins epsilon. Et puis ensuite, je vais mettre plus 1 sur t. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que sinus t sur t carré va être compris. Bon, je peux mettre égal si je veux, je ne suis pas obligé, mais je peux mettre strict ou égal suivant ce qui m'intéresse. Donc ça va être compris entre 1 plus epsilon fois 1 sur t et 1 moins epsilon fois 1 sur t. Et voilà ce qu'on aurait dû dire directement quand on a équivalent. Hein. D'accord? Donc quand on a deux fonctions qui sont équivalentes, ça signifie que la première fonction, donc f de t par exemple, serait compris entre 1 moins epsilon fois g de t et 1 plus epsilon fois g de t. C'est ça que ça signifie, dire qu'on a équivalence entre deux fonctions. Et ça c'est toujours vrai si on se restreint, donc si on se donne à epsilon et qu'on considère le état pour lequel c'est vrai, donc on a ça. Très bien. Bon. Alors pourquoi comme j'ai dit, je veux jouer avec l'équivalent? Pourquoi je ressors ça? Jouer avec des inégalités, ça peut être vachement utile si on travaille avec des intégrales. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Et ce que je pourrais avoir très envie de faire maintenant, c'est intégrer de alpha à 3 alpha. Vous voyez ce que je vais faire là? Donc je vais intégrer de alpha à 3 alpha ces inégalités. Mais pour pouvoir le faire, il faut que je m'assure que ma valeur absolue t ou que mon t soit compris entre alpha et 3 alpha. Et pour m'en assurer, ce qu'il faut au minimum, c'est que je sois plus petit que 3 alpha. Donc autrement dit, que le état vale 3 alpha. Je dois pouvoir, donc il faut que je fasse attention au choix de mon epsilon de façon à ce que mon état corresponde à 3 alpha. C'est la seule condition à laquelle il faut faire attention. Là, je peux effacer parce que j'ai plus besoin de ça. Et ça c'est possible puisque si epsilon tend vers 0, le état tend vers 0. Hein. D'accord? Ça c'est propriété justement d'équivalence, de limite et tout ça. Si epsilon tend vers 0, le état tend vers 0. Donc il existe soit epsilon positif, donc on peut choisir le epsilon tel que état soit plus petit que 3 alpha.
on peut faire ce choix parce que, comme je viens de l'expliquer, quand epsilon tend vers 0, le eta tend vers 0. Donc, on peut se dire qu'on choisit epsilon de façon à ce que le eta soit plus petit que 3 alpha. Maintenant qu'on a ce cas de figure, eh ben, je vais pouvoir jouer avec les intégrales et dire que, bon, bah, l'intégrale, alors, 1 moins epsilon fois l'intégrale de alpha à 3 alpha de 1 sur t dt est inférieur ou égal à l'intégrale de alpha à 3 alpha de sinus de t sur t carré inférieur ou égal à 1 plus epsilon intégrale de alpha à 3 alpha 1 sur t dt. Là, je peux le faire puisque les inégalités que j'ai écrites là sont toujours valables pour t compris entre 3 alpha et alpha. Donc si ces inégalités sont valables entre 3 alpha et alpha, enfin entre alpha et 3 alpha devrais-je dire, eh bien on peut intégrer ces inégalités et ça reste les inégalités dans le même sens. Ok ? Donc il faut vraiment, faut prendre son temps là, hein. C'est pas une technique si évidente, mais une fois qu'on a fait ça, bah là on a pour ainsi dire terminé. Alors je vais effacer ce que j'ai écrit là sur les équivalents en espérant avoir été clair sur ce passage. Parce que c'est le passage le moins facile du calcul, hein, je pense. Ça c'est le passage le moins facile. Hop. Maintenant que j'ai fait ce passage, j'affirme que la fin va être assez rapide. Puisqu'en fait il s'agit maintenant de calculer l'intégrale qui est ici. Et si je calcule l'intégrale de alpha à 3 alpha de t, de 1 sur t, pardon, de 1 sur t dt. Bah ça, je sais que c'est ln, hein, une primitive de 1 sur t, c'est ln. Je vais donc avoir ln de 3 alpha moins ln de alpha, et ça nous donne ln de 3. C'est-à-dire que les éléments que je viens d'écrire là ne dépendent même plus de alpha. Ces deux intégrales ne dépendent pas de alpha. Qu'est-ce que je conclus alors ? Bah, je conclus qu'en fait, cette intégrale, quand alpha tend vers 0, c'est équivalent, donc, l'intégrale de alpha à 3 alpha de sinus de t sur t carré dt, c'est équivalent quand alpha tend vers 0, à quoi ? Ça va être équivalent à, tout simplement, ln de 3. Et ln de 3, c'est un truc différent de 0, donc je peux directement dire que ça tend vers ln de 3. Bon ben voilà, j'ai terminé le calcul de mon intégrale. Donc si je fais tendre maintenant alpha vers 0, je vais obtenir 3 quarts de ln de 3. Voilà. Donc c'est une technique peu conventionnelle, j'ai envie de dire, mais qui peut apparaître suivant les calculs d'intégrale que nous avons. Hein. Donc il y a des calculs d'intégrale, en général ce sont des calculs d'intégrale du type, comme je viens de dire, une fonction f de t moins f de t plus alpha, ou f de t plus a, ou f de b de at plus b, ou des choses comme ça. Quand on a des intégrales de ce type et qu'on cherche à calculer au voisinage de 0 ou des trucs comme ça, c'est très très lié à ce genre de manipulation. En jouant avec les équivalents, en jouant avec les epsilon et tout ça, de façon à ce que les inégalités soient vraies, d'accord ? C'est pas... Voilà, faut prendre un peu le temps. Il faut avouer qu'il faut prendre un peu son temps là-dessus. C'est loin d'être évident ce passage-là. Et j'espère avoir pu éclairer quelques petites choses concernant ce type de calcul d'intégrale. D'accord ? Donc voilà, donc là je répète, hein, la conclusion c'est donc que l'intégrale qu'on voulait calculer au départ vaut ça. D'accord ? Et donc en effet il y a eu quelques pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber, hein, donc les quelques pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber c'est en effet ne pas découper l'intégrale en deux directement quand on travaille de 0 à plus infini, puisque là on avait un problème en 0. Une fois qu'on a fait ça, on avait très envie de faire le changement de variable et tout ça, je pense que ça, c'est assez naturel. C'est par contre à la fin, une fois qu'on est arrivé à cette expression-là, on a envie de faire tendre alpha vers 0, donc l'autre piège c'est de se dire, je fais directement alpha égale 0 et point, alors que ça ne marche pas du tout parce que la fonction qui est là n'est même pas continue en 0 et elle n'est pas intégrable en 0.
Donc c'est mal parti pour que ça marche. Par contre, jouer avec les équivalents, et c'est là la difficulté, c'est jouer avec les équivalents. Donc jouer avec les équivalents permet de conclure la valeur de l'intégrale. Bon voilà, ça fait déjà 30 minutes, je m'en rendais pas compte, mais comme quoi ce calcul est assez long à faire, et il faut prendre son temps. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo, à mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 5 de l'exo de colle. Allez, salut à tous!